Bonjour à tous, j'ai l'honneur d'animer cette table ronde sur les réseaux électriques du futur pour terminer cette année. On accueille les derniers, il reste de la place. Finalement, il va y avoir beaucoup de monde à cette table ronde, c'est très très bien. Je m'appelle Régis Le Drezen, j'aurai l'honneur d'animer cette table ronde. Je suis le délégué général d'une association professionnelle qui travaille sur les réseaux électriques intelligents, Think Smart Grids, et on fédère un écosystème d'entreprises grandes, petites, moyennes, sur l'énergie, le digital, l'automobile, pour faire en sorte que les solutions digitales permettent une efficience des investissements sur le réseau. On en reparlera tout à l'heure. J'aurai donc le plaisir à cette table ronde d'accueillir Raymond Ducreux. Bonjour Raymond, directeur du programme R&D de RTE. Bruno Luscan, CTO de Supergrid Institute. Yannick Néret, président de la fondation Current OS. Et Elodie Cancel, responsable de projet Smart Grids chez Enedis. Alors, les réseaux électriques du futur, ce dont on va parler à notre table ronde, c'est tout simplement une nécessité pour les années à venir, au vu du mix énergétique, une croissance du renouvelable sur les prochaines années, en attendant les nouvelles centrales nucléaires. En énergie renouvelable, on va devoir faire x2 sur l'éolien. On est à 21 gigawatts de production éolienne connectée aujourd'hui sur le réseau. Il va falloir faire x2 sur les 20 prochaines années. Sur le photovoltaïque, on est du même ordre de grandeur, 20 gigawatts, et il faudra faire x4. Et dans le même temps, une électrification massive des usages, le véhicule électrique, les industries, les pompes à chaleur, etc. Et pour optimiser tout ça, faire correspondre finalement cette production à la consommation, on va devoir utiliser de la flexibilité. Et donc, on va devoir utiliser le pilotage des consommations d'électricité pour justement accroître l'efficience des réseaux et la gestion. Alors du coup, peut-être Raymond, une première vision sur RTE et les réseaux du futur et comment vous vous y préparez finalement au niveau du système électrique. Écoute, merci Régis de cette introduction. Alors déjà ça tombe bien parce qu'on est en train de faire une concertation. On a publié le SDDR qui permet de vous donner une vision de tous les développements de nos réseaux sur les 10 ans et même plus à venir. Et il est clair qu'on a du pain sur la planche pour justement préparer nos réseaux électriques à recevoir toute l'énergie renouvelable, mais aussi les autres énergies à raccorder sur le réseau. Et enfin, à être capable, bien sûr, il n'y a pas que de l'énergie raccordée sur le réseau de RTE, il y a aussi de l'énergie raccordée sur les réseaux d'Enedis. C'est pour ça que les réseaux aujourd'hui, eh bien, on ne pilote pas un réseau à côté d'autres réseaux. Aujourd'hui, les réseaux, c'est un ensemble de réseaux à piloter. Nos réseaux sont tous en relation avec les uns et les autres. Et c'est plutôt là-dessus que je vais insister, parce qu'on vous a donné beaucoup de chiffres en termes d'investissement, etc. Soit tout ça est juste, et tout ça est tout à fait raisonnable et intéressant. Par contre, là où je voudrais attirer votre attention, c'est ce que impacte d'une façon beaucoup plus intime nos systèmes électriques, notre capacité justement à dialoguer avec les collègues d'Enedis, avec les gens qui font du bâtiment ou des systèmes complexes de HVDC. Donc ça, c'est vraiment le premier point important, c'est on va développer de nouvelles infrastructures pour accorder ces équipements, mais aussi on va récupérer beaucoup d'agilité pour dialoguer avec les autres réseaux pour que ça fonctionne ensemble. Fonctionner ensemble, ça sera à mon avis le maître mot. En termes d'infrastructure, il est clair qu'au-delà de l'infrastructure qui est déjà existante, qu'on va transformer, modifier, améliorer, on a aussi d'autres frontières. Les frontières maritimes. J'allais dire que c'est presque la conquête de l'Ouest américaine, mais il est clair que pour nous, c'est une conquête importante. C'est une opportunité de rechercher toutes les fermes éoliennes qui sont en cours de construction et prochainement flottantes.
Et notre capacité à être capable de développer des réseaux en mer qui permettent en toute sécurité et avec les meilleures conditions économiques qui soient ces nouvelles sources d'énergie, ça sera aussi une transformation de nos réseaux. Enfin, je voulais faire un peu de mise en perspective aussi technologique par rapport à ça. C'est si je reste sur la partie maritime, on voit apparaître quoi? Comme les raccordements sont très éloignés des côtes, elles vont être raccordées en HVDC. Comme elles vont être raccordées en HVDC, on va se retrouver en mer avec des réseaux alternatifs raccordés à distance par des liens HVDC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit être capable de raccorder des gens qui font des turbines raccordées avec de l'électronique de puissance, qui vont émuler le 50 Hz, sur des réseaux AC qui sont eux-mêmes avec une fréquence émulée en 50 Hz par nos convertisseurs. Ça veut dire qu'on a tout un champ de développement en termes de HVDC. D'ailleurs, on travaille énormément avec Super Green Institute là-dessus, pour que ces systèmes soient stables et permettent à des constructeurs différents de s'y raccorder. Réussir à développer les réseaux en mer, c'est réussir à faire raccorder sur des mêmes réseaux des équipements d'électronique de puissance en nombre considérable de constructeurs différents, et ça en mer. On l'aura sans doute aussi à terre, et là je pense que Yannick, tu nous l'expliqueras tout à l'heure, mais déjà là, on a un cas d'espèce qui arrive. Enfin, ce que je souhaite aussi dire, et là je rejoins la partie smart, c'est que les données, on parle souvent des données, de l'importance des données, les données vont être importantes à plusieurs titres. Bien sûr, pour conduire et optimiser les réseaux en étant de plus en plus aux frontières, aux limites de ce qu'ils sont capables de faire. Mais ils vont être aussi très importants pour être capables d'imaginer comment on va vieillir nos équipements et comment on va être capable de les maintenir dans la durée. Car, quelle que soit la transition énergétique, une grande partie de nos infrastructures sont déjà présentes et nous devons valoriser ce patrimoine. Enfin, ces données, et si vous étiez à la conférence sur la flexibilité tout à l'heure que tu animais aussi, servent en particulier à autoriser des gens à raccorder plus d'énergie renouvelable que nous ne pourrions supporter en permanence, parce que nos automates sont capables, en temps réel, d'être capables de dire là c'est trop, on préfère les arrêter quelques heures pour franchir un pic, mais en tous les cas, la majeure partie du temps, ils sont connectés. Et enfin, ces données vont nous permettre de donner à nos opérateurs des conseils pour la conduite des réseaux. C'est pas encore la voiture Tesla qui conduit partout, mais notre idée c'est ça, c'est plus on va avoir des réseaux compliqués, plus il va falloir donner de l'aide à la conduite à nos utilisateurs. Bon, c'est une vision assez générale. Il y a des conditions de réussite que là je vois que tu veux que je passe la parole, donc je ne les détaillerai pas. Et puis bien sûr, je serai ouvert à toute autre question. Merci beaucoup Raymond pour cette overview. Finalement, on n'aura pas le temps de tout développer, mais je vais prendre un des aspects dont tu as parlé, le DC, le HVDC, on y reviendra tout à l'heure, mais peut-être Bruno, sur ce qui est fait à l'Institut, ta vision sur le DC haute et très haute tension. Oui, bonjour, merci Régis. Donc, je suis Bruno Luscan, donc je travaille pour l'Institut Supergrid, donc, ce qui est un institut pour la transition énergétique, fondé il y a 10 ans maintenant, qui se trouve à Villeurbanne, donc à côté de Lyon, non loin d'ici. On est environ 150 personnes. Et donc on est un peu spécialisé dans le courant continu, effectivement. Et donc nous travaillons beaucoup sur les systèmes de haute tension courant continu, donc le HVDC dont Raymond a déjà un peu parlé, et également sur les systèmes de moyenne tension à courant continu. Voilà, plus pour des applications donc industrielles de moyenne puissance. Alors donc la question sur la vision du courant continu ou la contribution du courant continu. Donc c'est clair que les réseaux sont sous contrainte, hein, donc des flux qui vont à l'augmentation. Toute la question de la flexibilité, de la contrôlabilité de ces systèmes. Donc plus des questions de stabilité aussi, du fait que les ENR viennent remplacer des machines tournantes qui fondaient le 50 Hz, et donc on en a de moins en moins, donc il faut refonder un peu la stabilité. Voilà, donc ça c'est tous les grands défis, on va dire, dans lesquels
doit s'intégrer et contribuer le courant continu. Donc pour le transport et pour l'industrie distribution, les contributions sont d'une nature un petit peu différente. Donc dans le transport, Raymond a déjà un peu évoqué. Donc, le courant continu, il y a ça existe déjà depuis plusieurs dizaines d'années. Donc il y a un peu un historique. Hein. Donc ça a été utilisé au départ pour acheminer des productions renouvelables de très forte puissance vers les centres de consommation, dans des pays qui ne sont pas en Europe en fait, dans des pays beaucoup plus grands, où les centres de consommation sont très distants des centres de production. Avec des technologies qui étaient relativement unidirectionnelles. On pouvait conduire le flux dans un sens, mais ce n'était pas si facile que ça de l'inverser. Et puis donc c'est devenu un enjeu en Europe pour renforcer les interconnexions entre pays. Donc là avec des flux qui doivent s'inverser, ça fonctionne dans les deux sens. Et à présent pour connecter de l'éolien de forte puissance, du grand éolien qui se trouve en mer. Donc forte puissance, relativement longue distance, la centaine de kilomètres, 150 km. Là le HVDC s'impose en fait face au courant alternatif. Les câbles sont trop longs pour passer de telle puissance sur telle distance. Mais ça ne va pas s'arrêter là parce qu'en fait, donc ces flux de puissance qui viennent de l'offshore vont être considérables. En tout cas, c'est l'objectif de l'Europe que d'intégrer, on parle de 300 gigawatts à 450 gigawatts. Donc mer du Nord, mer Baltique, façade atlantique. Donc c'est des puissances qui sont absolument considérables, qui ne vont pas pouvoir s'arrêter au niveau du rivage. Il va falloir les conduire jusqu'au centre de consommation. Donc de plus en plus de besoins de renforcement. Et donc la question qui se pose, c'est finalement aujourd'hui le courant continu, ça se conçoit, historiquement ça s'est conçu comme des systèmes entre deux points. Donc on a un convertisseur qui passe de courant alternatif en courant continu à l'émetteur. Et puis à la réception, on fait la conversion inverse. Donc ce système, il est efficace, mais il a ses limites dans la mesure où s'il faut commencer à passer par plusieurs stades de conversion, donc un premier lien HVDC, puis un second, puis un troisième, on va multiplier les étapes de conversion. À chaque fois, on perd grosso modo 1% de la puissance transportée, donc ce qui est quand même assez important. On a un coût associé à ces conversions successives. Donc le grand challenge, c'est d'imaginer la conception et le développement de systèmes où on aura un convertisseur au début du trajet, donc relativement proche de la production, et un convertisseur à la fin du trajet, relativement proche de la consommation. Et en fait, on fait le trajet le plus long possible sur une structure HVDC. Donc ça, c'est la vision un peu ultime, où on aurait une sorte de backbone, donc un réseau colonne vertébrale, mais à la maille non plus nationale, mais plutôt du continent européen. Donc c'est une vision ambitieuse. C'est une vision à 2050, et donc effectivement il y a beaucoup de challenges pour arriver à concrétiser cette vision. Et Supergrid donc est assez acteur là-dedans. Pour la moyenne tension, peut-être que j'en reparlerai après. Le contexte est un peu différent. Écoute, merci beaucoup Bruno. On reviendra effectivement tout à l'heure à la moyenne tension. C'est l'occasion de passer la parole à Élodie. Élodie, on sait Enedis très impliqué dans les démonstrateurs réseau du futur. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu quels sont vos engagements ? Oui. Donc, côté Enedis, effectivement, il y a un travail important sur les démonstrateurs qui nous permettent de préparer en tout cas la construction des réseaux de demain. Donc c'est pour le réseau public de distribution, c'est quoi ? Ce sont des transformations importantes qui sont dues à l'arrivée des ENR. Alors ça a déjà été dit, hein, on est sur des échelles aujourd'hui qu'on n'avait pas. Avant, on raccordait 1 à 2 gigawatts par an, avant 2021 sur le réseau de production ENR. Aujourd'hui, on est plutôt à 5 gigawatts par an. Donc il y a vraiment un changement pour nous dans nos activités et des vrais enjeux de massification, on va dire. Derrière, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut développer les infrastructures, puisque 90% des ENR aujourd'hui sont raccordés sur le réseau public de distribution. Quand on parle de solaire photovoltaïque et d'éolien. Donc, on a de véritables projets internes à Enedis pour améliorer, en tout cas, pour optimiser au plus nos processus de raccordement et les rendre les plus efficients possibles. Et aussi notre politique industrielle en termes, parce que ça veut dire aussi
Comme ça a été dit, hein, quand on travaille sur le développement des infrastructures, ça veut dire optimiser nos achats et puis les relations avec les partenaires prestataires qui eux aussi sont embarqués dans la démarche. Une fois qu'on a fait ça, on a tout un travail également pour amener de la souplesse et de l'innovation dans nos process actuels. Donc c'est ce qu'on fait avec les différents démonstrateurs qui sont menés. Donc aujourd'hui, on est capable de proposer des premières solutions de flexibilité. On a ce qu'on appelle les offres de raccordement alternatives qui sont disponibles pour les producteurs HTA et qui permettent de raccorder, à un producteur de se raccorder à moindre coût en échange derrière d'avoir quelques limitations de puissance au moment où le réseau est contraint. Donc ça, ce sont des solutions qui nous permettent de faire des raccordements et de diminuer en tout cas le volume des renforcements qui sont nécessaires sur le réseau. On a également d'autres démonstrateurs comme l'expérimentation Reflex qui permet, Reflex aujourd'hui, on fait du surbooking sur les ouvrages des postes sources. Et donc la contrepartie, c'est toujours la même, c'est que via du pilotage, on est capable de décréter ou de limiter les puissances au moment de contrainte du réseau. Donc toutes ces solutions, elles sont étudiées. Aujourd'hui, il y a une concertation. Donc c'est un travail qu'on mène avec RTE notamment pour généraliser cette solution à l'avenir. On a d'autres expérimentations un peu plus locales, comme Flex Cantal qu'on mène aujourd'hui en Auvergne. On travaille sur des solutions pour mieux gérer les tensions hautes et donc éviter notre solution classique de renforcement réseau. On installe des systèmes directement sur nos réseaux qui sont plus rapides et moins chers. Voilà, ça c'est un exemple de panel de solutions. Il n'y a pas que ça, donc il y a les ENR, il y a l'arrivée aussi de la mobilité électrique, mais on a de véritables opportunités aussi avec tout ce qui est solutions numériques et l'intelligence artificielle, notamment qui nous permettent d'avoir plus d'observabilité et d'avoir un réseau beaucoup plus pilotable, sur la basse tension en particulier. Donc on a derrière ça, je mets par exemple les objets connectés. On en a aujourd'hui plus de 10 000 sur le réseau. Ces objets connectés, ils nous permettent de détecter, de localiser nos défauts sur le réseau de façon plus rapide et d'être plus efficace quand on a des incidents. Donc ça, c'est une partie. On a aussi également pas mal de data, grâce à la data qu'on obtient grâce à la chaîne Linky. Cette data, elle nous permet d'avoir une meilleure supervision du réseau basse tension. Donc ça, c'est des enjeux de qualité de fourniture, notamment pour nous. Et ça nous permet d'améliorer notre maintenance préventive. Merci beaucoup. Ça donne une très très belle palette de ce que Enedis prépare pour le futur. Et on attend que toutes ces offres arrivent dans le monde industriel. Certaines le sont déjà, comme l'a dit Élodie, sur des raccordements innovants en termes de renouvelables. Puisqu'on parlait de pilotage basse tension, peut-être Yannick, côté Current OS, déjà tout présenter, puisque peut-être tout le monde ne vous connaît pas. Et qu'est-ce que vous proposez dans cette fondation ? Merci Régis. Donc, je suis Yannick Néret, je travaille pour Schneider Electric. Schneider Electric avec des concurrents directs comme ABB, Eaton, mais d'autres partenaires. Nous avons créé une fondation à but non lucratif qui vise à promouvoir l'usage du courant continu au niveau des bâtiments. Alors, pourquoi je me retrouve ici ? C'est bien d'avoir de la flexibilité au niveau des réseaux, mais on se retrouve avec des bâtiments qui investissent dans du photovoltaïque, qui mettent des bornes de recharge de véhicules électriques, et donc qui, quelque part, créent de l'instabilité. Il y a de l'injection en plein été, il y a des appels de courant de plus en plus élevés, enfin, des appels de puissance. Et nous travaillons à imaginer une solution où ces bâtiments auraient une distribution électrique en courant continu dans le bâtiment, qui rendrait ce bâtiment beaucoup plus flexible et beaucoup plus opportuniste au niveau de la puissance qui est disponible. Le courant continu nous permet d'abaisser les puissances appelées. Alors selon les différents pilotes qu'on a déjà fait, on divise par 3 à 5 les appels de puissance. Donc ça ne change rien ou peu sur la facture et les kilowattheures, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur
Enfin, on ne rend pas un bâtiment très dispendieux en énergie en un bâtiment très efficace, mais le réseau d'essai va permettre de contrôler toutes les charges, toutes les sources, de façon très graduelle, très progressive, et donc d'ajuster de façon très très fine l'appel de puissance. D'où ce gain de 2, 3, 5, selon les cas, au niveau de la puissance appelée. Et ce que je vous dis là, c'est démontré. On a des bâtiments en Hollande, et pas des installations de laboratoire, des bâtiments dans lesquels les gens vont et viennent, qui sont en opération depuis plusieurs années, qui l'ont démontré. Des infrastructures routières aussi, ça marche très bien sur de l'éclairage public par exemple. Des installations industrielles en Allemagne, donc là ça a été fait par d'autres consortiums, et qui démontrent que cela est possible. Donc aujourd'hui, il y a une transition à faire, puisque la profession, enfin, toutes les filières qui font de l'électricité dans le bâtiment font tout en courant alternatif. Mais on pense qu'avec le temps, ça viendra prendre une part importante. Donc on parle d'années là, hein, mais qui permettra justement de bénéficier de tout ça. Et un dernier mot sur la fondation en complément. Comme tout est à écrire, y compris une bonne partie des normes, le travail de la fondation et des entreprises qui viennent travailler avec nous sur le sujet, c'est de définir les règles électriques dont on a besoin en courant continu, de modifier les normes, et puis de permettre à différents fabricants de faire des produits. On a besoin de pompes à chaleur en courant continu, on a besoin d'ascenseurs en courant continu, on a besoin d'éclairage. Bon, il marche déjà en courant continu, là ça tombe bien. Et petit à petit, de pouvoir permettre d'expérimenter en grandeur réelle ces bâtiments et de vraiment prouver ce que je viens de vous raconter en 2 mots et que l'on peut vous faire visiter en Hollande, mais malheureusement pas encore en France. Bientôt, j'espère. Voilà. Ben, je l'espère absolument. Voilà. Les démonstrateurs, je crois, sont en cours sur des bâtiments en full courant continu dans l'ouest de la France. C'est décapant, ces interventions. Peut-être une dernière intervention. Bruno, on a parlé très très haute tension, basse tension. Tu as parlé des premiers verrous sur la très haute tension. Qu'en est-il de la moyenne tension et des liens MDVC ? Oui, donc la moyenne tension courant continu, on peut dire que c'est un marché qui est émergent, qui n'est pas encore totalement clarifié, donc qui voudrait répondre aux besoins de l'industrie. Hein, donc l'industrie lourde doit se décarboner, c'est un des challenges qui s'accélère là avec les affaires autour du gaz, bien sûr. Donc ce sont des installations qui consomment beaucoup d'énergie, qui n'ont pas d'infrastructure électrique aujourd'hui, en fait, qui permettraient de les décarboner. Et il y a bien souvent des procédés à courant continu, en fait, dans ces installations-là. Donc le courant continu est très sérieusement considéré comme étant une bonne technologie. Mais les coûts-bénéfices associés sont encore à démontrer. Donc le courant continu ayant l'intérêt de donner beaucoup plus de contrôlabilité, de densifier globalement, c'est-à-dire qu'à foncier ou à empreinte donnée, on va pouvoir passer plus de puissance. En revanche, donc le courant continu, ça veut dire convertisseur. Donc l'intérêt des convertisseurs, c'est de donner de la contrôlabilité, mais leur petit inconvénient, c'est qu'il y a un coût associé, à la fois de matériel et de pertes. Donc cette équation technico-économique, elle se regarde de près, et d'autant plus qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore vraiment une filière industrielle, c'est-à-dire que ça a besoin d'être entraîné pour pouvoir valider, on va dire, des modèles technico-économiques. C'est très clair. Donc, on a brossé un certain nombre de sujets sur le DC, enfin, en tout cas, tout le long de la chaîne. Peut-être Raymond et puis Yannick, tout ceci va nécessiter beaucoup de matériel, de technologie.
Et j'aimerais bien vous entendre peut-être sur la supply chain et puis tu parlais des baisses de consommation, c'est aussi peut-être des baisses de matériel. Donc Raymond, Yannick. Oui, je te remercie. Justement, moi, je voudrais réagir sur la HVDC. Effectivement, c'est une technologie qui est efficace, qui est connue, qui coûte quand même assez cher. Hein, donc, il ne faut pas se leurrer et qui a aussi l'inconvénient de ne pas pouvoir donner de l'énergie sur les postes qui sont entre les 2 points de livraison. Bon, après, on attend les précœurs d'essai qui permettraient d'éviter d'avoir un nombre de stations très important. Et le point que je voudrais souligner, c'est si on veut être à l'heure de la transition énergétique, il faut qu'on soit capable d'avoir les équipements livrés qui permettent justement de mettre en œuvre cette transition énergétique. Aujourd'hui, la capacité des usines qui sont aujourd'hui en Europe pour produire ces convertisseurs sont quand même pas infinies. Et on se retrouve un peu en compétition avec nos confrères européens pour justement passer des marchés, garantir les délais d'approvisionnement. On parlait de notre programme offshore, mais nos collègues néerlandais ou allemands en ont aussi des considérables. Et donc, je pense que le DC, il faut savoir l'utiliser là où ça porte vraiment, en tous les cas sur les moyens de transport. Hein. Je ne parle pas sur la partie bâtiment, parce que les usines 4.0, je pense que ça a du sens. Mais sur la partie transport, il faut rester réaliste. Sur cette technologie chère, il faut l'utiliser à bon escient, là où ça apporte la valeur, là où ça apporte une plus-value pour le réseau, parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce que c'est en termes de supply chain quelque chose qui n'est pas si simple que ça pour être au rendez-vous. Et je crois que l'objectif, c'est que le réseau soit là au bon moment. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc il y a la technologie, il y a la supply chain, et puis il y a la capacité à notre pays d'avoir une souveraineté qui n'est pas uniquement dans les moyens de produire, mais aussi dans les moyens de transporter, de partager l'énergie. Merci beaucoup Raymond. Yannick. Oui, absolument. La souveraineté, l'intérêt d'une association comme la nôtre, c'est de faire avancer la voix de l'Europe et la voix d'un certain nombre de fabricants face à des fabricants qui viennent de l'autre bout du monde et qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs ni les mêmes ambitions ou les mêmes souhaits. On parlait d'équations technico-économiques sur le DC. C'est vrai qu'on a tendance un peu aujourd'hui à raisonner en disant si je mets des panneaux solaires, quelle est ma rentabilité? Si je mets des batteries, quelle est ma rentabilité? La question est-elle de savoir combien on économise ou combien coûterait de ne pas avoir d'électricité? Et c'est là qu'à un moment, il faut se poser la question de la résilience des bâtiments. Et c'est là qu'on peut amener quelque chose. Donc, je pense qu'on est un petit peu sorti du contexte où on était il y a 2 ans, où on brandissait la peur de manquer d'électricité pendant l'hiver. Il y a des pays comme l'Allemagne où il y a eu énormément d'investissements à ce moment-là par les industriels. Je pense qu'il faut vraiment raisonner. La résilience, ça peut être un besoin assez rapide. Je pense qu'il faut vraiment aussi se dire que des bâtiments qui appelleraient moins d'énergie, c'est moins de besoin d'augmenter la capacité du réseau de distribution. Et là, je suis vraiment sur le réseau de distribution. Hein. Je pense qu'on a pas mal de capacités de production, mais la question, c'est au plus bas niveau d'avoir la capacité de distribution, à quelle vitesse on est capable de le faire grandir. C'est des investissements colossaux. Si les bâtiments prennent leur part en étant un petit peu moins demandeurs, en étant un peu plus respectueux du bien commun, on va dire, il y aura peut-être moins besoin d'investir à ce niveau-là. Alors effectivement, peut-être moins besoin d'investir. On a balayé les technologies, on a balayé la souveraineté, le matériel. Raymond a parlé aussi ce rappel de pragmatisme, d'avoir des réseaux électriques qui continuent à être très très fiables. Tout ceci nécessite des ressources, me semble-t-il. Et du coup, peut-être Enedis, côté Elodie, c'est aussi un sujet que je crois que vous regardez de près. Oui. Donc effectivement, derrière tout ça, il y a des hommes et des femmes. Et donc, du coup, pour répondre à cette croissance des activités, il y a un besoin important de recrutement, en tout cas qu'on connaît chez Enedis. Et on n'est pas les seuls, d'ailleurs, parce qu'on a lancé un programme, l'école des réseaux pour la transition énergétique, avec RTE notamment et d'autres syndicats de la filière,
parce que derrière, il s'agit d'aller chercher les futurs experts de chez nous qui pourront répondre à ce besoin. Et puis il y a aussi derrière un enjeu d'adaptation des métiers. Donc c'est rendre ces filières électriques attractives en garantissant un minimum d'enseignement au niveau des lycées, bientôt au sein des BTS, de tous ces nouveaux sujets en fait. Rendre la filière attractive. Eh ben, c'est un vaste sujet, très très ambitieux. Bravo pour l'initiative à tous les deux. Et je crois qu'il y a d'autres associations qui vous ont emboîté le pas. C'est le moment de passer la parole à la salle pour créer cette interaction sur les réseaux électriques du futur. Est-ce que vous avez des questions? Je vais vous passer le micro. Donc vous vous présentez rapidement, Didier. Bonjour à tous, Didier Lafaille de la Commission de régulation de l'énergie. Moi, j'ai une petite inquiétude quand je vois les travaux qui seront menés par nos gestionnaires de réseau, que ce soit Enedis que RTE sur le courant continu. J'ai l'impression que côté Enedis, ça ne sera pas avant 2150 où ils vont commencer à développer des réseaux à courant continu. Et c'est un petit peu malheureux parce que quand je vois certaines applications, elles se font et dans un modèle économique qui est rentable, sans le réseau, justement. Je prends l'exemple des superchargeurs qui se raccordent directement sur du stockage en courant continu, sans passer par le réseau de distribution. Je vois aujourd'hui les électrolyseurs qui se raccordent en courant continu sur du PV, sans passer par le réseau. Alors, modèle économique, étant donné que je ne passe pas par le réseau, je ne paye pas de turp. Ça me gêne en tant que régulateur. Je reviens sur RTE. RTE fait du point-à-point. On parle de stabilité aujourd'hui, on aura de plus en plus de gros problèmes de stabilité. On l'a déjà dans les zones insulaires, avec l'intégration des ENR. Dès qu'on dépasse, au début c'était 30%, maintenant 40-50%, on a ces problèmes d'instabilité avec moins de machines tournantes, etc. Donc, est-ce que la solution, au lieu de faire du point-à-point, notamment au niveau des interconnexions, mais dans les futurs raccordements offshore, au lieu d'aller jusqu'à l'atterrage sur la plage, on ne pourrait pas imaginer que cette liaison à courant continu aille jusqu'au centre de consommation le plus proche, justement pour ces questions de stabilité. Ne pas faire de la liaison point-à-point simplement pour accorder un parc offshore. Je rappellerai que les prochains parcs offshore avec des liaisons courant continu, la liaison coûtera plus cher que le parc. Donc est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui regarder un peu plus loin et que ces réseaux rentrent, je dirais, alors peut-être pas jusqu'en Allemagne, mais restent moins en France, mais au-delà de la plage. Alors, Yannick, Raymond, Élodie, des commentaires? Alors, merci pour cette question. Et en fin de compte, moi je voudrais, sur le préambule, sur le fait 2150, le raccordement en DC, c'est un peu dur, franchement. Pourquoi? Parce que on est justement, en plus, on est à côté de Jonage, qui est notre centre d'expertise sur la partie HVDC, sur lequel nous avons l'occasion que pratiquement tous nos collègues viennent s'inspirer. On a une trentaine d'ingénieurs, dont 4 docteurs qui travaillent que là-dessus. Là, franchement, vous me faites mal au cœur. On a vraiment une super équipe et on a une renommée vraiment internationale là-bas. Bon, ok. Donc, mais je l'accepte. En termes de développement, je crois que sur la partie courant continu, on n'est pas dogmatique, on est pragmatique, réellement. Les bonnes idées, on les prend et on les met en œuvre. Quand on propose des raccordements HVDC sur un point de raccordement, c'est parce qu'il y a des contraintes de réseau et qu'il y avait de la disponibilité sur le réseau. Les premiers AO, l'objectif, c'était de les raccorder là où il y avait la capacité du réseau, sans trop de raccordement. C'est pour ça qu'on l'a fait. Et en accord d'ailleurs avec la commission, parce que vous avez, ou les services de l'État, où il fallait aller vite. Là, on arrive sur une autre nouvelle phase, c'est-à-dire qu'on peut encore, sur quelques parcs, y aller et réutiliser en mettant aux bons endroits les raccordements de réseau. Il est clair que la phase d'après, il va falloir réfléchir les structures. Et on va travailler avec vous là-dessus. Et j'espère que vous ne doutez pas de notre volonté de trouver la meilleure solution avec vous. Merci beaucoup. On a d'autres questions? Non. Alors, attendez, deux secondes. Un complément et on prend une autre question. Tiens. Le risque que je vois, c'est que demain, on ne passe plus par les réseaux publics,
qui sont extraordinaires, les réseaux publics, que ce soit en distribution comme en transport, et qu'on voit aujourd'hui tous ces projets se développer en avec un intérêt, c'est plus payer le turp, quoi. Et c'est ça qui est dommage. Donc, moi, je souhaite que les gestions de réseau investissent énormément sur ces solutions et regardent s'il y a un intérêt économique à les mettre en place ou pas, que ça soit en distribution comme en transport. Hein. C'est tout. Hein. Merci de votre confiance et bien compris. Est-ce qu'on a d'autres questions? Une question plutôt du genre sur le retail. Vous vous présentez? Pardon, Peter Klaus, je suis un consultant, je viens de Hambourg. Un ami en Angleterre, il a un contrat avec Octopus Energy et s'il indique en amont, grâce à son logiciel, qu'il chargera sa voiture à 2 heures dans la nuit, il paye 7 pence. S'il oublie, il paye 35 pence. Est-ce que ce genre de proposition est réaliste à partir de 2025? J'ai envie de dire que ce sera obligatoire ou un truc comme ça, ou est-ce que vous pouvez préciser là-dessus? Est-ce que... Élodie? Je peux simplement dire un mot sur côté Enedis. On regarde ces... Alors là, on parle plutôt de pilotage de la recharge des véhicules électriques, où l'objectif, alors RTE pourra mieux compléter que moi sur l'aspect équilibre offre-demande, mais en tout cas, on est bien conscient que si l'arrivée des véhicules électriques, ça aura un impact sur les capacités, les besoins de capacité. Et si tous les véhicules se chargent, on laisse une recharge libre, tout le monde va se charger à la pointe et on va avoir une augmentation importante de la pointe et derrière un besoin important de capacité complémentaire sur le réseau. Donc il y a un vrai intérêt à, en tout cas, lisser les charges de véhicules électriques aux heures creuses, donc à 2 heures du matin, effectivement. Et donc le pilotage de la recharge, aujourd'hui, on regarde le type de pilotage qui peut être fait. Donc il y a des projets comme le projet Avenir qui a été mené et qui continue. Il n'y a pas encore de solution qui se distingue, mais en tout cas, tous les équipementiers et nous, côté RPD, on travaille pour trouver des options de pilotage et derrière, définir un modèle économique qui sera efficace. Alors, je ne sais pas si RTE veut compléter, je pense qu'eux aussi. Enfin, ta réponse est excellente. Bon, il n'est pas prévu de passer de 7 à 35 et puis une recharge pilotée la nuit en France, ça nous convient. Une recharge qui sera pilotée quand on aura beaucoup d'énergie solaire, ça nous convient aussi. Donc voilà, le pilotage sera très fortement incité, mais non surtaxé. Yannick? On pourrait ajouter qu'avec un bâtiment qui est alimenté en courant continu, le mécanisme pour avoir cette influence, on va dire, sur les charges du client peut être très très simple. On peut très simplement faire varier la tension continue un peu vers le haut ou un peu vers le bas selon qu'on veut inciter à la consommation ou la freiner, indépendamment de tout mécanisme économique. Je ne parle même pas de tarification là. Mais on peut pousser un bâtiment à consommer plus ou moins très facilement, sans être intrusif, c'est-à-dire sans dire moi, Enedis, je veux toucher à ça et à ça. Simplement, je monte la tension, j'incite le bâtiment à consommer, je la réduis, il diminue, et charge au propriétaire ou à l'exploitant du bâtiment de décider qu'est-ce qui est pour lui important quand il faut consommer plus ou quand il faut consommer moins. Donc il s'ajuste en toute liberté, mais en ayant une incitation, on va dire, très simple. Il n'y a pas besoin de réseau de communication, il n'y a pas besoin d'infrastructures compliquées de digital. Simplement, en touchant à la tension, on peut influencer sur la grille d'essai. Merci Yannick. Un complément, Raymond? Oui, je pense que au-delà de la question du retail, de la capacité à un fournisseur d'offrir des prix qui changent, etc., il y a la question de la capacité d'offrir le pilotage du réseau par rapport à ces signaux prix et par rapport aux besoins des consommateurs. Et ces capacités-là, aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça va être notre capacité à nous raccorder ensemble pour que l'optimisation des réseaux entre transport et distribution jusqu'à l'immeuble, à l'usine,
eh bien, puisse se faire. Et je pense que les investissements qui ont été faits et le dialogue qui est entre Enedis et RTE, notamment en France, vont permettre justement cette fluidité des échanges pour que les ordres tarifaires puissent vous arriver, que vous puissiez piloter vos installations. Par contre, je ne parle pas de la partie retail, parce que là, aujourd'hui, on est sur la partie réseau, donc on ne parle pas argent. Merci Raymond. On a la place pour une dernière question. 2 dernières questions. Allez. Donc moi je suis Raphaël Raymond, je fais du conseil sur les réseaux. Et donc du coup ma question c'est pour CurrentOS, pardon. Du coup les partenaires qui interviennent, c'est des partenaires qui sont sur la gestion de réseau, c'est plutôt du côté des fabricants, des bâtiments, comment ça doit se développer CurrentOS par rapport à... Alors, on est sur un écosystème de fabricants de produits, hein, donc fabricants d'ascenseurs, fabricants de pompes à chaleur, fabricants d'éclairage, etc., fabricants de disjoncteurs, et des gens qui font de la mise en œuvre, donc des bureaux d'études, des installateurs. Donc, c'est un peu tout l'écosystème qui permet de réaliser ces bâtiments qui sont en aval du compteur, donc on n'est pas tout à fait dans le monde de la distribution. Et surtout pas du transport. Merci. Et donc Nora Amouti, bonjour à tous, hein, Nora Amouti d'EDF. Donc ma question et le constat, c'est que donc aujourd'hui la logique qui prime, c'est d'aligner la production d'énergie aux besoins de consommation. Et est-ce que dans le principe de demand response, donc un peu l'inversement, le shift qui s'opère, donc d'aligner plutôt les usages à la production, est-ce que c'est vraiment vu comme un levier aujourd'hui pour alléger ces systèmes aussi, ces réseaux, ou c'est pas une stratégie qui prime ou qui est priorisée En tout cas, c'est ce que nous, on propose. Merci. Alors, cette question est très compliquée. Parce que, en fin de compte, où est la production, où est la consommation, à quel moment? Donc, sur un immeuble, ça marche vachement bien. Sur un réseau, c'est pas facile à répondre. C'est pour ça que je vais pas répondre. C'est pas possible de répondre comme ça. Mais il y a un point, j'aurais aimé cette question-là, je vais me la poser à moi-même. C'est un point qui, à mon sens, sur lequel je vais attirer votre attention. C'est un point qui, en tous les cas, me préoccupe personnellement, c'est la résilience. Les réseaux du futur doivent être résilients. Ils doivent être résilients parce que on a de plus en plus d'agressions. Bon, il y a 2 conflits actuellement qui sont à nos portes. Nos réseaux maritimes, c'est beaucoup plus difficile de surveiller un réseau maritime que de surveiller un réseau aérien. On ne voit pas ce qui se passe. Mais aussi, c'est la résilience par rapport à l'évolution du climat. Il est clair que nos ouvrages ont une certaine température de fonctionnement qui sont liées à l'intensité qui passe et la résistance de nos lignes. Donc ça chauffe et ça se déforme. Si le climat change, qu'il y a de vents plus puissants, qu'il y a plus d'intempéries, etc., il va falloir qu'on soit résilient. Et ça, on y travaille. Comment on est capable de s'adapter à ça, comment on est capable de monitorer tout ça pour voir l'impact sur la durée de vie de nos équipements. Mais on travaille aussi, parce qu'il ne faut pas les oublier, sur nos salariés qui travaillent sur nos équipements. Si on a prévu, parce que c'était comme ça que le réseau peut le permettre, une consignation, c'est-à-dire d'arrêter une ligne pour la maintenir alors que la température ne permet pas aux salariés de travailler, on sera en difficulté, il va falloir s'adapter. On réfléchit toujours à ça, parce qu'un réseau, ça fonctionne tous les jours, 24 heures sur 24, et on se doit d'être résilient pour assumer demain une qualité de service irréprochable pour nos territoires. Merci beaucoup sur la résilience. Je terminerai cette table ronde des réseaux électriques du futur sur le sujet qui a été évoqué et dont on n'a pas répondu à la question parce que c'est un vaste sujet, mais dont on a parlé beaucoup ce matin sur le demand response, la flexibilité, le pilotage des consommations versus ce qui était fait auparavant sur le pilotage des productions. Aujourd'hui, c'est plus une utopie, c'est obligatoire. Donc oui, on y travaille, notre association y travaille avec tout l'écosystème, d'ailleurs ici présent, parce que quelque part aux alentours de 2030, et au niveau du système énergétique, c'est demain, 2030, on va devoir faire en sorte que les consommations électriques françaises, un certain nombre de consommations électriques françaises, se passent quand on va avoir beaucoup de production renouvelable sur les réseaux, donc beaucoup de soleil, c'est l'après-midi, ou du vent,
ou quand les réseaux seront les moins chargés. Donc c'est un très très vaste sujet qu'on travaille y compris avec les régulateurs et on espère sortir un certain nombre de documents dans l'année. Je vous remercie tous les quatre pour cette table ronde et je vous souhaite à tous une très très belle après-midi.